Bon, un grand bonjour à tout le monde. Et en premier lieu, je voudrais remercier les organisateurs de cette nouvelle édition du congrès THS, leur aimable invitation à participer aujourd'hui, de même que les membres de l'organisation BISIA. Je travaille à l'Université de Valence depuis 7 ans, où j'enseigne la sociologie du sport et les techniques de recherche sociale. Donc, je combine d'une fois les cours, les classes et aussi la recherche, spécialement en ce qui concerne la sociologie du sport et des études de prévention épidémiologique sur la consommation de drogue. En premier lieu aussi, je voulais vous demander pardon par mon français, parce que c'est une de mes premières fois dans ma vie que je vais parler devant un public spécialisé. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux, mais je vous demande pardon par les nombreuses erreurs que je vais commettre. Mon exposé, ce que je prétends, c'est offrir un portrait sociologique du consommateur récréatif de stéroïdes anabolisants. Comme vous savez, les stéroïdes anabolisants, ils sont nés avec l'Allemagne nazie. Donc Hitler était un des premiers consommateurs. Donc ils sont nés dans le domaine militaire. Ils ont bientôt tout de suite passé dans le domaine sportif. Dans le domaine sportif, vous pourrez vous souvenir des exemples de la République démocratique de l'Allemagne, etc. etc. non? Donc dans des sports de force, ils ont eu une importance très forte. Et ce qui nous occupe maintenant, c'est que depuis une quinzaine d'années, nous assistons à un changement, non? C'est-à-dire la consommation de stéroïdes anabolisants ne va plus rester dans le sport de haut niveau, dans le sport compétition, le sport professionnel, mais il va passer en population populaire. Spécialement, nous allons voir dans quel contexte, dans quel domaine. Et aussi, c'est une préoccupation très forte que nous avons maintenant en Espagne, c'est que chaque fois plus, il y a une consommation dans le sport amateur, c'est-à-dire dans le sport récréatif, dans le sport... je ne sais pas si ici, je pensais quand je venais, je ne sais pas si ici dans le rugby, je suis certain qu'il va y avoir des problèmes graves dans le sport amateur. Et il n'y a pas d'études. J'ai cherché ici en France, j'ai trouvé presque rien d'un point de vue récréatif. Je trouvais quelque chose en Suisse, en Belgique, mais en France, pratiquement, d'un point de vue récréatif, on trouve beaucoup d'études sur les méthodes de détection comme dopage, etc., et les effets sur la santé, mais on ne trouve pas beaucoup d'effets sur le profil et les motivations, une caractérisation, une radiographie du consommateur récréatif de ces substances, non? Et donc, ce que je suis en train de parler, il est basé dans les études que je fais sur la substance, ma thèse doctorale que je viens de lire en janvier dernier, et les études qui sont en train de la suivre, notamment, comme je vous disais, dans le sport amateur. Je ne sais pas si on dit comme ça en français, mais bon. Une brève contextualisation. Les stéroïdes anabolisants sont des substances produites dans des laboratoires qui reproduisent les effets de la testostérone, c'est-à-dire l'hormone naturelle masculine, en provoquant simultanément des actions anabolisantes, c'est-à-dire le développement du muscle squelettique, et androgénique, c'est le développement des caractères sexuels masculins. En fonction de leur composition chimique, ils vont primer l'un ou l'autre effet, non? Dans le sport ou dans l'activité physique, ils cherchent à augmenter la masse musculaire, la force physique et la résistance à la fatigue. Et ils font du sportif plus agressif dans l'entraînement et dans la compétition. Avant de commencer l'étude sur les stéroïdes, nous avons incidé sur 3 aspects. D'une part, on a fait une revue de la littérature mondiale, donc nous avons présenté un poster dans ce THS. Donc pour les dernières 50 années, nous avons analysé tous les articles scientifiques, une révision de la littérature scientifique pendant plus de 50 années que nous avons mené à bout dans Scopus et Sociological Abstracts. Et là, on a vu qu'il y avait environ uniquement 1200 articles
et uniquement 20% étaient centrés dans les aspects qui nous touchent à présent. Non? Donc nous avons dû aussi complémenter notre regard. Et alors nous sommes allés sur Internet, car grâce à l'Internet, on a pu consulter des milliers de pages sur les substances et on a pu connaître beaucoup d'informations en relation avec leur mode de vie, leur goût. Et vous savez que chaque fois plus, on vend et on achète les stéroïdes anabolisants par un marché noir qui se développe notamment en Internet. Non? Mais donc, si nous entrons dans des forums et dans des blogs, on a pu connaître beaucoup sur ces consommateurs. Et de même, on a eu des interviews, ou des interviews. Non, je n'ai pas de diapo. J'avais préparé une, mais à la fin, j'ai décidé de juste parler sans diapo. Bon, donc, nous avons contacté avec des informants clés. Entre les informants clés, nous avons parlé avec des agents des corps de sécurité et émergence, des pharmaceutiques, des bouncers, je ne sais pas comment on dit, des bouncers de discothèques, des culturistes, des ex-addicts de la substance, des médecins, des entraîneurs sportifs, des spécialistes en chirurgie esthétique, certains partenaires de consommateurs ou d'ex-consommateurs. Tout ça pour avoir un regard un peu plus complexe de ce phénomène. Il y a des auteurs, comme par exemple Charles Yesalis, qui affirment qu'après la pédophilie, c'est les stéroïdes anabolisants un des domaines les plus difficiles pour pouvoir saisir, pour pouvoir apprendre. C'est-à-dire, il faut que je reconnaisse que j'ai eu des énormes difficultés à pouvoir faire des interviews. Et donc, très brièvement, comme je vous commentais, nous avons fait un troisième domaine d'analyse. Nous avons étudié la construction sociale du discours et aussi les représentations sociales qui émettent les médias. Nous avons centré les médias. Donc, j'ai pris 4 journaux. Le principal journal de l'Espagne, qui c'est El País, de Madrid. Et pour contraster, j'ai pris un autre journal de la Catalogne, de Barcelone, La Vanguardia. Et après, les 2 journaux plus importants valenciens. Non? Alors, dans les dernières 5 années, j'ai étudié toutes les news où nous trouvions les stéroïdes anabolisants. Et à partir de là, on a pu conclure que le discours se centre trop dans la répression, le discours se centre trop dans le domaine judiciaire ou policial et peu dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'abus de substances. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes qui soient spécialisés en abus de substances, en drogue-dépendance, et ils offrent beaucoup trop de cette vision centrée sur les aspects judiciaires et pas sur les aspects de santé. Il serait désirable que dans les journaux, les aspects de santé, on puisse expliquer les effets des stéroïdes sans faux alarmisme. Et en dehors je pense qu'on dit en France, de la presse jaune, qui n'est pas toujours évident. Bon. Vous dire que la consommation de stéroïdes anabolisants et le gymnase vont de la main. C'est-à-dire tous les consommateurs de stéroïdes anabolisants doivent aller une moyenne de 5 ou 6 fois par semaine au gymnase pendant 2 heures. Et il ne peut pas y avoir de consommation de stéroïdes sans 1 heure ou 2 dans le gymnase. Non? Et de même, cela s'accompagne, ils utilisent de nombreux produits, donc les carbohydrates, donc la carnitine, donc les brûleurs de la graisse ou quelque chose comme ça, des carbohydrates, donc ils mélangent tout. Et ils mangent tous les 3 heures. Ils ont une diète qui leur fait manger tous les 3 heures. Mais c'est une diète qui de diète n'a rien, c'est-à-dire c'est juste des protéines, des hydrates de carbone, mais sans aucun suivi médical, c'est-à-dire absolument n'importe quoi. Une autre des graves problèmes avec lesquels nous nous trouvons, c'est qu'ils mélangent la consommation de stéroïdes anabolisants avec l'hormone de la croissance,
avec l'insuline. Et ça, vous pouvez imaginer pour le corps ce que cela peut signifier. Et de même, il y a cette consommation de stéroïdes anabolisants parmi les jeunes qui chaque fois commencent la consommation avec un âge de consommation plus bas. En Espagne, ils commencent déjà avec 13-14 ans, la consommation de stéroïdes. Donc, on rentre dans le domaine pédiatrique. Mais donc, quand ils ont entre 16 et 23 ans, et ils vont en discothèque, parce qu'ils aiment bien aller en discothèque, les consommateurs, et donc ils prennent la cocaïne, l'alcool, surtout l'alcool, la cocaïne, parfois des amphétamines, et tout cela se mélange. Donc, vous pouvez imaginer que c'est grave pour l'organisme, non? Et ce qui se passe aussi, qu'à différence des pays scandinaves, les pays scandinaves sont absolument une référence à l'heure de prévention avec ces substances, non? Et par cet ordre, Finlande, Suède, Islande, Norvège, même le Danemark, ils ont des politiques très bonnes de prévention, de lutter contre ce phénomène, non? Mais en Espagne, nous n'avons pas et je pense que c'est un peu pareil pour la France, mais je ne sais pas dire avec toute pleine connaissance. Et nous n'avons pas ces études-là qui nous permettent de suivre des études longitudinales qui, chaque 5 ans, nous permettent de voir la réelle incidence. Ce qui nous préoccupe beaucoup à ce moment-là, je disais, c'est dans le sport non professionnel, dans le sport amateur, que ça croît dans de nombreux sports. Et ça nous préoccupe aussi beaucoup la croissante consommation de stéroïdes anabolisants parmi les corps de sécurité et d'émergence, c'est-à-dire les policiers, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers, c'est-à-dire le domaine militaire. Le domaine militaire, c'est aussi, pour ne pas parler le domaine des prisons, où même dans les prisons, nous trouvons des croissances épidémiologiques, non, des prévalences croissantes. Non? Donc, c'est une drogue, je pense, à mon avis, infravalorée. C'est une drogue infravalorée, par exemple, épidémiologiquement. Il y a plus de consommation de stéroïdes anabolisants que de crack, que de beaucoup d'hallucinogènes, que de l'héroïne, c'est-à-dire de pas mal de substances. Et même si la plupart des effets sur la santé, ils sont réversibles, mais il y a beaucoup d'autres qui commencent à se manifester à partir de 40, 45 ans. Et c'est que les pays scandinaves, ou notamment aussi les États-Unis, ils sont en train de monitoriser, de contrôler. Non, mais ici, en Espagne, je parle, il n'y a rien, il n'y a pas d'études. Non, donc il faudrait, comme parlait aussi pour les addictions sexuelles, il faudrait davantage incider sur la prévention, incider sur des études qui nous permettent de nous préparer pour mieux affronter les défis, les enjeux qui peuvent nous sortir des stéroïdes. Non? Ici, je voudrais dire qu'il y a d'autres collectifs sociaux, comme les strippers ou les gogos de discothèque, même aussi beaucoup parmi certaines personnes du collectif homosexuel, qui font un usage de stéroïdes anabolisants. Mais les strippers gogos et les gens du collectif homosexuel qui en prennent, ils font une consommation différente de celle de l'autre groupe. C'est-à-dire, ils ne prennent pas 300 fois la dose thérapeutique, que c'est ce qu'ils prennent les autres. Non? Ils font, soi-disant, une consommation beaucoup moins régulière et beaucoup moins grande. Non? Bon, et normalement, ils prennent deux cycles par an. Et le cycle, normalement, c'est entre 6 et 10 semaines, en raison de 4 doses par semaine, en combinant différents types d'anabolisants. Normalement, la plupart des consommateurs, quand ils arrivent à l'âge de 30-35 ans, normalement, ils abandonnent s'ils ne restent pas vinculés au monde du culturisme. Dans le monde du culturisme, malheureusement, du bodybuilding, c'est très, très, très répandu. Non? Les substances qui sont les plus habituelles seraient le Winstrol, c'est stanozolol, decaduraboline, la nandrolone, primobolan, c'est testostérone, et equipoise. Non? Si on va sur leur profil sociologique, c'est des jeunes, comme je vous disais, normalement entre les 17, 18, 23 et 24 ans. Et on a vu qu'ils n'ont pas généralement, ils n'étudient pas beaucoup. Ils ont un bas niveau d'études. Par rapport à leur profession, comme je
vous signalez, beaucoup de professions de consommateurs de stéroïdes anabolisants, elles ont une liaison avec le monde des loisirs de la nuit, avec la nuit ou la sécurité privée. Dans la sécurité privée ou dans le monde de la nuit, il y a beaucoup de consommation. Non? Il faut dire aussi qu'ils ne connaissent pas les risques et les effets secondaires et qu'ils donnent beaucoup d'importance à leur propre groupe d'amis ou à leur renfort qu'ils expérimentent, plus que sur l'information, c'est-à-dire la profession médicale, pour eux, c'est complètement désautorisé. Ils s'en fichent complètement des médecins, non? Et donc, je vous disais que le gymnase, c'est une dimension transversale dans tous les domaines analysés. Si nous suivons à Durkheim, le gymnase serait aux stéroïdes anabolisants ce que l'Église est pour la religion, non? Un lieu que Loïc Wacquan va décrire où les valeurs masculines sont survalorées et les jeunes cherchent à couvrir les nécessités d'identité, à se sentir spécial, à se distinguer de ceux qui ne font rien et à essayer de sortir de l'anonymat, la médiocrité ou l'indifférence qui, pour certains, il règne dans les quartiers populaires. Non? Je vous disais, la consommation de stéroïdes et surtout le marché noir, Internet, mais il y a aussi une donnée très préoccupante. C'est que chaque fois plus, ils ont recours à stéroïdes anabolisants a priori destinés pour le monde vétérinaire. C'est-à-dire, ils prennent aussi, parce que c'est beaucoup moins cher, des stéroïdes qui vont adresser à des taureaux, à des chevaux, etc., du monde vétérinaire. Donc ça, c'est un autre problème, comme vous pouvez bien comprendre. Non? Toute cette situation, ce qui fait, c'est une croissance exponentielle du numéro de falsifications. C'est ce qu'ils connaissent comme des fakes. Et cela a produit une augmentation générale du prix du produit, une adultération des substances et la prolifération de laboratoires underground qui sont souvent, les médias se font souvent, ils donnent l'information sur cela. Et pour finir, commencer un peu leur style de vie, non? Comme ils doivent avoir une alimentation très stricte et des patrons et assister au gymnase, cela leur fait beaucoup de fois abandonner beaucoup de relations sociales. Non? Ils abandonnent beaucoup de relations, ils ne peuvent pas faire des voyages, ils doivent réorienter leur amitié. Non? Aussi, en ce qui fait avec qui ils vivent beaucoup de fois seuls. Et on a trouvé que beaucoup de consommateurs de stéroïdes anabolisants, ils ont passé une bonne partie de leur procès de socialisation avec l'absence d'une figure masculine dans leur famille. Donc normalement, les relations avec la mère sont meilleures qu'avec le père. Non? Et d'autant plus, nous avons trouvé que les relations avec leurs partenaires, généralement, ils ne sont pas trop bonnes. Non? Il y a beaucoup de ruptures, d'instabilité et il y a même parfois des cas d'agressivité, évidemment, et de violence de genre, qu'on dit en Espagne. Et de même, ça va pour la voiture. En Espagne, une des conclusions de ma thèse, j'ai parlé avec l'Institut espagnol de trafic, c'était pour faire des contrôles d'analyse aussi de la consommation de stéroïdes, parce qu'il y a beaucoup de fois que l'agressivité peut se déclencher lorsqu'ils sont en train de conduire. Donc, cela peut causer aussi des énormes troubles, non? Aussi du point de vue de la conduction. Et bon, pour finir, juste quelques appréciations. Les jeunes consommateurs de stéroïdes anabolisants, ils présentent des patrons de consommation similaires à celui d'autres drogues d'abus. Et beaucoup de fois, il y a un fond de machisme après de notables comportements. Non? Et une autre conclusion claire, c'est que ça va au-delà du sport professionnel, comme je disais.
et surtout dans le sport amateur. Et là, à présent, nous nous trouvons en train d'essayer de voir leur incidence dans le sport amateur pour que les autorités sanitaires et politiques puissent mettre en place les mécanismes qui se dérivent. Bon, je voudrais finir aussi en disant que ce serait très intéressant de la création d'un code déontologique pour les gymnases. Un code déontologique pour les gymnases. Et il faudrait peut-être mettre l'accent sur les campagnes de prévention dans des contextes de loisirs des jeunes qui ont été identifiés. Je suis en train de penser dans des clubs sportifs, dans des gymnases, et aussi dans des écoles, même des discothèques, les compagnies de sécurité. Et il nous faut aussi continuer à étudier davantage le phénomène. Et bon, merci beaucoup de votre... Merci beaucoup. La communication est ouverte aux questions. Merci beaucoup. Merci pour cet exposé extrêmement intéressant avec un sujet qui sort un petit peu des traitements de substitution opiacés, etc. Juste quelques petites remarques. En ce qui concerne le milieu du culturisme, du bodybuilding, la pratique de l'usage des stéroïdes anabolisants est extrêmement codifiée et elle mène à des protocoles qui pourraient rendre jaloux les endocrinologues parce qu'ils associent pas seulement la prise d'anabolisants stéroïdiens, ils associent la prise de freinage hypophysaire, de stimulants hypophysaires, sans aucun but de passage des tests antidoping, mais uniquement pour diminuer les effets indésirables. Si vous êtes allé fréquenter les forums, alors là, vraiment du bodybuilding, c'est impressionnant ce que les protocoles sont techniques, codifiés et mis à l'usage des culturistes. Ils sont même très, très aboutis et ils reposent presque sur des études cliniques puisqu'ils sont le fruit d'une observation qui est très ancienne. Deuxième petite remarque, on est quand même dans une société où, enfin, pour les pays européens, mais c'est probablement un peu plus généralisé dans le monde, où on est dans le culte du corps. Les bodybuilders représentent un aboutissement extrême de recherche de masse musculaire, c'est un petit peu particulier, mais le fait d'obtenir un peu de tonicité musculaire est très appétissant pour la majorité de la population, notamment masculine, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui prennent des stéroïdes anabolisants avec les effets indésirables qu'on imagine, mais qui sont prêtes à encaisser l'hirsutisme, l'aménorrhée, la rossité de la voix, etc., pour obtenir de la masse musculaire, mais pas à un stade de bodybuilder, juste pour augmenter leur masse musculaire. Et même si certains stéroïdes anabolisants privilégient uniquement l'augmentation de masse musculaire, ils ont quand même tous en commun d'augmenter les performances physiques. Et notre société demande des performances physiques de plus en plus à tout le monde. Bien sûr que les convoyeurs de fonds et les gardiens de prison ont besoin d'exprimer une grosse masse musculaire comme argument dissuasif dans leurs relations professionnelles, mais il y a beaucoup, ne serait-ce que la fatigue professionnelle peut tirer un grand bénéfice de l'usage des stéroïdes anabolisants, et c'est extrêmement fréquent. Et c'est extrêmement pratiqué compte tenu de la très grande facilité avec laquelle on peut s'en procurer sur Internet. Et j'ajouterai enfin que le clenbutérol, par exemple, est très utilisé pour le développement des porcs en Asie, puisqu'il augmente le rendement, il le multiplie par un facteur 4 ou 5, et qu'on en mange donc très couramment, et que ce serait très intéressant de comprendre pourquoi on observe des croissances beaucoup plus rapide, morphologique de la population humaine dans les pays économiquement développés et sous-développés maintenant, et qu'il y a des hypothèses qui seraient probablement imputables au taux de clenbutérol présent dans les viandes d'élevage. Voilà. Merci. Je réponds. Oui, vous remercier par vos commentaires et vos remarques. Dans le culturisme, il faut signaler aussi qu'il y a un mouvement dans le culturisme qui... Ils font même des compétitions, que c'est le culturisme naturel. Il y a des culturistes qui participent dans des compétitions sans avoir recours à des stéroïdes anabolisants et d'autres substances. Non? Malheureusement, ils sont les moindres, mais quand même, ça existe et dans déterminés contextes, ça va plus. Et effectivement, c'est extrêmement codifié dans le culturisme
est basé dans de nombreuses études cliniques menées à bout dans beaucoup d'années. Et c'est pour cela qu'ils prennent tous ces... Eux, ils disent des protecteurs pour leur santé. Mais ils savent que même s'ils vont s'arrêter dans des moments spécifiques à l'année, ils savent que cela peut avoir des énormes conséquences dans leur santé, non? Donc ce qu'ils essayent, c'est de minimiser dans la mesure du possible les effets sur leur organisme, même tout en savant qu'après il y a des aspects génétiques, non? Que chaque organisme, on va voir comment il répond, parce que ce sont de nombreux les effets qu'il cause sur la santé, non? Et votre deuxième remarque, totalement d'accord, dans le culte au corps, les femmes, je ne me suis pas référé, mais effectivement, il y a, surtout aux États-Unis, mais ici en Europe aussi, il y a, afortunadamente, peu de femmes qui consomment, mais quand même, ça existe, non? Et effectivement, il y a l'hirsutisme, il y a beaucoup d'effets secondaires pour les femmes, mais quand même, c'est vrai que c'est encore quelque chose de très localisé. De même qu'on pourrait aussi étudier dans les groupes d'extrême droite, dans le milieu de la délinquance, il y a aussi beaucoup de consommation de stéroïdes et il n'y a pas encore des études sur cet aspect. Et donc, ce serait un autre sujet que l'on pourrait traiter. Et comme vous disiez, la troisième remarque sur le clenbuterol et le développement des gens dans les pays, oui, effectivement, on commence à lire, mais je pense qu'il n'y a pas d'études qui soient concluantes encore. C'est des hypothèses qu'on va voir si... Autre question? Bonjour, merci de votre excellente profil sociologique, là, c'est très intéressant. Moi, j'ai eu affaire en consultation à quelques-uns quand j'étais en Calédonie à l'époque, injonction thérapeutique, et vous soulignez à quel point ils discréditaient le corps médical. Alors là, je suis tout à fait d'accord. C'est quand même des personnalités hautement pathologiques, narcissiques et très immatures. Ça, c'est voilà, la remarque que je voulais apporter. Merci. Totalement d'accord. D'autres? Alors, pour le sport amateur, j'en reviens un peu à ce que vous disiez. Moi qui fais de la prévention, qui essaie de rentrer dans les clubs pour toucher les enfants et faire de la prévention, le foot, les équipes de foot, le foot amateur est plus facile à pénétrer pour aller faire de la prévention. Pourquoi? Parce qu'on connaît des exemples. Le foot professionnel existe depuis longtemps. On connaît des exemples où il y a eu pas mal de déboires, sans citer de nom. Le rugby est un sport qui est devenu professionnel plus récemment. Et alors, dans le rugby, il y a une omerta. C'est impossible. Je me bats pour entrer dans certains clubs de rugby pour essayer d'en parler. J'en parle avec des entraîneurs. J'en parle, oui, ils sont tous sensibilisés à ça. Mais on n'y arrive pas. Et on sait très bien que ça se passe. Parce qu'actuellement, celui qui a peut-être pas trop de dispositions intellectuelles, qui n'a pas une réussite scolaire, eh bien, si il peut aller, comme on dit, se faire de l'argent et carrière en étant repéré par quelqu'un, par le sport professionnel, on le pousse et là, hop, c'est là que ça commence. Donc voilà, mais enfin, ça se passe un peu dans tous les sports amateurs, je peux vous le dire, même à la pelote. Voilà. Oui, malheureusement, c'est comme ça. Chaque fois, ça rentre plus dans beaucoup de sports. Mais là, je voudrais dire que l'athlétisme et le cyclisme, je pense qu'il faut le remercier parce qu'ils font bien. Il y a, dans beaucoup de sports, notamment dans le foot, il y a beaucoup de consommation, il y a beaucoup de dopage dans le foot. Et il ressemble que c'est toujours des... En Espagne, vous savez que c'est honteux, non? En Espagne, le thème du dopage. Mais bon, il y a beaucoup d'hypocrisie. Mais surtout, moi, je voudrais lancer une lance en faveur de l'athlétisme et du cyclisme, parce que c'est deux sports qu'on le criminalise, et il y a beaucoup de dopage, beaucoup de consommation de stéroïdes dans de nombreux sports, non? Donc, il faut avoir cela
en compte. Non? Il faut savoir aussi qu'il y a eu des campagnes en Scandinavie et aux États-Unis, Atlas, Prevention for Anabolic Steroid Consumption, qui ont eu dans des milieux sportifs un certain succès aussi. Donc on pouvait voir d'essayer de les répliquer aussi dans d'autres contextes socioculturels ou géographiques.